Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, mais un véritable guide pour affronter les tempêtes de la vie avec force et sérénité. Dans un monde où tout change si vite et où l'incertitude peut nous submerger, ces principes intemporels nous rappellent que le bonheur ne dépend pas des événements extérieurs, mais de notre façon de les percevoir. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 règles simples et puissantes qui vous permettront de garder la paix intérieure, même lorsque tout semble s'écrouler autour de vous. Chaque règle est un petit pas vers une vie plus équilibrée, plus consciente et plus alignée avec ce qui compte vraiment. Préparez-vous à découvrir comment le stoïcisme peut transformer vos épreuves en opportunités de croissance. Ces enseignements, transmis depuis des siècles par des penseurs comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle, continuent d'inspirer ceux qui cherchent une boussole dans le chaos quotidien. En intégrant ces 10 règles dans votre vie, vous apprendrez à accueillir la réalité telle qu'elle est, sans vous laisser emporter par vos émotions ou vos peurs. Vous trouverez dans cette vidéo des clés concrètes pour cultiver le calme et la force intérieure, afin de rester maître de vous-même quelles que soient les circonstances. Suivez chaque étape avec attention, car chacune d'elles vous rapprochera un peu plus de la liberté intérieure que le stoïcisme promet. Ouvrez votre esprit et laissez ces principes éclairer votre chemin vers le bonheur véritable. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Règle 1. Le bonheur ne doit pas dépendre des conditions extérieures. Imaginez que votre bonheur dépende toujours de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. Un compliment vous illumine, une critique vous abat. Votre humeur change au gré des circonstances. Le stoïcisme nous apprend une vérité simple mais puissante. Si vous liez votre joie à ce que vous ne contrôlez pas, vous serez toujours à la merci du monde extérieur. Pensez à cette idée. Personne ne peut vous rendre heureux à votre place. Pas votre partenaire, pas vos amis, pas même votre réussite professionnelle. Bien sûr, ces choses peuvent apporter de la joie, mais si elles disparaissent, votre bonheur ne doit pas s'envoler avec elles. La vraie liberté, c'est de ne plus être l'otage des événements. Prenez un instant pour observer vos réactions. Quand une personne vous déçoit, est-ce que votre journée est ruinée? Si oui, c'est le signe que vous avez donné trop de pouvoir à autrui. Les stoïciens disaient que notre force réside dans notre façon d'interpréter les choses, pas dans les choses elles-mêmes. C'est là que commence l'autonomie émotionnelle. Cela ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Au contraire, c'est aimer sans dépendre, apprécier sans exiger. Si votre bonheur ne tient qu'à un fil fragile, l'approbation des autres, par exemple, alors vous vivez dans l'insécurité permanente. Et c'est épuisant, n'est-ce pas? Le secret? Cultivez une joie intérieure, indépendante des circonstances. Quand vous vous réveillez le matin, décidez que rien ni personne ne volera votre paix sans votre permission. Bien sûr, vous préférez que tout aille bien, mais si ce n'est pas le cas, vous restez debout. C'est ça, la résilience stoïcienne. Pratiquez ceci. Chaque jour, rappelez-vous que les autres agissent selon leurs propres priorités, pas les vôtres. Leur comportement ne vous définit pas. Si quelqu'un est désagréable, c'est son problème, pas le vôtre. Vous choisissez comment réagir. Cette simple prise de conscience change tout. Certains croient que cette idée est égoïste. En réalité, c'est le contraire. Quand vous ne dépendez plus des autres pour être heureux, vous pouvez les aimer librement, sans attente étouffante. Vous devenez plus patient, plus présent, moins exigeant. Et ça, c'est un cadeau pour eux comme pour vous. Essayez aujourd'hui. Face à une contrariété, demandez-vous, est-ce que je laisse cette chose diriger mon état d'esprit? Si la réponse est oui, reprenez le contrôle. Respirez. Rappelez-vous que votre paix intérieure vaut plus que n'importe quel désagrément passager. Le bonheur durable ne se trouve pas dans les conditions parfaites, il se construit dans l'esprit. Les stoïciens l'avaient compris il y a des siècles. La vie sera toujours imprévisible, mais vous pouvez rester stable. Et ça, c'est un super pouvoir. Alors, commencez dès maintenant. La prochaine fois qu'une tempête arrive, souriez intérieurement. Vous savez que le soleil est toujours là, derrière les nuages. Règle 2. La gratitude quotidienne. Combien de fois par jour arrêtez-vous vraiment pour apprécier ce que vous avez?
Nous vivons dans un monde qui nous pousse toujours à vouloir plus. Un meilleur salaire, une plus belle maison, la dernière technologie. Pourtant, le stoïcisme nous rappelle une vérité essentielle. Le bonheur ne vient pas de ce que nous acquérons, mais de notre capacité à savourer ce qui est déjà là. Prenez un café chaud le matin, un rayon de soleil, le sourire d'un inconnu. Ces petits riens sont partout. Mais nous les ignorons, trop occupés à chercher la prochaine grande chose qui, croit-on, nous rendra enfin heureux. Et si la vraie richesse était dans ces détails que nous tenons pour acquis? La gratitude, ce n'est pas juste dire « merci » par politesse. C'est un exercice profond qui recalibre notre esprit. Au lieu de voir la vie comme une série de manques, on commence à la voir comme un cadeau. Les stoïciens pratiquaient cela chaque soir, en repensant à 3 choses positives de leur journée. Essayez, vous serez surpris de ce que vous découvrirez. Imaginez perdre soudainement ce que vous avez aujourd'hui. Votre santé, votre toit, vos proches. Brutal, n'est-ce pas? Pourtant, tant que nous les avons, nous n'y pensons même pas. La gratitude inverse ce mécanisme. Elle nous fait réaliser la valeur des choses avant qu'il ne soit trop tard. C'est une façon de vivre plus éveillée, plus intense. Certains pensent qu'être reconnaissant, c'est se résigner ou manquer d'ambition. Erreur. On peut viser plus haut tout en appréciant le chemin. Un athlète qui s'entraîne pour les JO peut savourer chaque séance, pas juste la médaille. La gratitude ne ralentit pas, elle donne du sens à l'effort. Pratiquez ceci. Demain matin, avant de sortir du lit, nommez mentalement 3 choses simples dont vous êtes reconnaissant. Votre oreiller moelleux, l'eau courante, le chant des oiseaux, peu importe. L'essentiel est de créer ce réflexe. Avec le temps, vous verrez votre perception de la vie se transformer. Les difficultés ne disparaîtront pas, bien sûr. Mais quand on cultive la gratitude, les problèmes perdent de leur poids. Un embouteillage devient l'occasion d'écouter sa musique préférée. Une panne d'électricité, un moment pour discuter à la lueur des bougies. Tout dépend du regard que l'on pose. Les enfants sont nos meilleurs modèles ici. Un bout de ficelle les fascine, un arc-en-ciel les émerveille. Nous avions cette capacité. Elle est toujours là, enfouie sous des années d'habitude et de cynisme. La gratitude, c'est retrouver cet émerveillement d'enfant, sans pour autant renoncer à notre sagesse d'adulte. Le stoïcisme ne promet pas une vie parfaite, mais une vie plus riche. Et la gratitude en est une clé. Pas besoin d'attendre un miracle pour être heureux. Les miracles sont déjà là, dans l'ordinaire. Alors, ouvrez les yeux. Ce que vous cherchez, vous l'avez peut-être déjà. Il suffit de le voir. Règle 3. Vivre pleinement dans le présent réduit l'anxiété. Combien de temps par jour passez-vous coincé entre le passé et le futur? À ruminer ce qui s'est mal passé hier, à anticiper des problèmes qui n'existent peut-être même pas? Le stoïcisme nous offre une échappatoire à ce piège mental. Ancrer notre attention dans l'ici et maintenant. Car c'est le seul moment où nous pouvons vraiment vivre. Marcher peut devenir une méditation. Pas besoin de forêt ou de montagne. Même en ville, chaque pas compte. Sentez vos pieds toucher le sol. Observez les bruits autour de vous, remarquez votre respiration. Quand votre esprit s'échappe vers des soucis, ramenez-le doucement à ces sensations simples. C'est ça, la pratique stoïcienne du présent. La respiration est un autre ancrage toujours disponible. Prenez 3 inspirations profondes maintenant. Remarquez comme votre corps bouge, l'air qui entre et sort. Pendant ces secondes, vous ne pouviez pas être ailleurs que dans l'instant. Les anciens stoïciens utilisaient cette technique pour calmer l'esprit avant des décisions importantes. L'anxiété n'est quand nous perdons le contact avec le réel. Nous fabriquons alors des scénarios catastrophes qui n'existent que dans nos têtes. Mais regardez autour de vous à cet exact moment. Y a-t-il vraiment un danger immédiat? Probablement pas. Cette simple prise de conscience peut dissiper bien des peurs inutiles. Essayez ceci. Choisissez une activité quotidienne, prendre votre douche, boire votre café, et faites-la en pleine conscience. Sans téléphone, sans pensée parasite. Juste vous et cette expérience.
Vous découvrirez alors que chaque geste banal contient en fait une petite merveille d'attention. Le passé est un souvenir, le futur une projection. Seul le présent est réel. Quand vous mangez, goûtez vraiment. Quand vous écoutez quelqu'un, soyez totalement là. Ce n'est pas de la philosophie abstraite, c'est une façon radicale de transformer la qualité de votre existence au quotidien. Les stoïciens comparaient l'esprit à un lac. Quand nous nous agitons avec des pensées sur le passé ou le futur, l'eau devient trouble. Mais quand nous revenons au présent, les vagues se calment et nous voyons enfin clairement. La sérénité est toujours à portée de main, littéralement sous notre nez. Vous n'avez pas besoin de changer de vie pour pratiquer cela. Commencez petit, 5 minutes par jour où vous refusez de laisser votre esprit vagabonder. Avec le temps, ces moments de présence vont s'étendre naturellement. Comme un muscle, votre attention se renforce par l'exercice. Certains jours seront plus difficiles que d'autres. Votre esprit ressemblera à un singe excité. C'est normal. L'important n'est pas d'être parfaitement présent à chaque seconde, mais de remarquer quand vous vous égarez et de revenir, encore et encore, sans vous juger. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans épreuves, mais une façon différente de les traverser. En ancrant votre esprit dans le présent, vous reprenez le contrôle de ce qui compte vraiment, votre expérience de l'instant. Et c'est là, dans ce petit espace entre deux respirations, que se cache une paix profonde et durable. Règle 4. Se plaindre alimente la négativité. Avez-vous remarqué comme une simple plainte peut assombrir toute une journée ? Ce petit réflexe apparemment innocent agit comme une goutte d'encre dans un verre d'eau. Il colore tout de négativité. Le stoïcisme nous propose une alternative radicale. Avant de râler, posez-vous cette question magique. Est-ce que je peux changer quelque chose à cette situation ? Quand votre train est retardé, que la pluie gâche vos plans ou qu'un collègue vous irrite, arrêtez-vous un instant. Analysez froidement. Cette énergie dépensée à maugréer sert-elle vraiment à quelque chose ? Si la réponse est non, alors chaque minute passée à râler est une minute volée à votre paix intérieure. Les stoïciens appelaient cela la discipline du consentement. Imaginez porter un sac à dos rempli de pierres chaque jour. Chaque plainte est une pierre supplémentaire. Maintenant, imaginez pouvoir poser ce fardeau. C'est exactement ce qui se produit quand on remplace les lamentations par l'acceptation active. Vous ne dites pas « c'est bien », vous dites simplement « c'est ainsi », et cette nuance change tout. Pratiquez ce jeu pendant une semaine. Transformez chaque plainte en opportunité. Embouteillage, temps pour écouter un podcast. Tâches ménagères ennuyeuses, exercice de pleine conscience. Le stoïcisme ne consiste pas à tout subir passivement, mais à tout transformer en expérience utile. Vous deviendrez alors un alchimiste de votre propre humeur. Certains croient qu'accepter signifie renoncer. C'est tout le contraire. En arrêtant de gaspiller votre énergie sur ce que vous ne contrôlez pas, vous en libérez davantage pour ce qui compte vraiment. Comme un jardinier qui cesserait de maudire la météo pour mieux concentrer ses efforts sur ce qu'il peut cultiver. Observez les personnes constamment négatives autour de vous. Remarquez comme elles semblent épuisées, vidées par leurs propres plaintes. Maintenant, observez ceux qui savent prendre les aléas avec philosophie. Leur secret ? Ils ont compris que protester contre la réalité est aussi utile que crier après les vagues. Commencez petit. Aujourd'hui, choisissez une situation qui vous agace habituellement et expérimentez l'acceptation. Pas de faux sourires, mais une authentique décision intérieure de ne pas laisser ce détail miner votre journée. Vous serez surpris de la légèreté qui en découle. Les stoïciens distinguaient avec soin ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Votre réaction face à un imprévu, 100% sous votre contrôle. L'imprévu lui-même, souvent hors de votre pouvoir. En focalisant sur le premier, vous reprenez les commandes de votre expérience. Attention, cela ne signifie pas devenir indifférent ou passif. Quand vous pouvez agir pour améliorer une situation, faites-le immédiatement et avec détermination. Mais quand vous ne le pouvez pas, la sagesse consiste à ajuster votre perspective plutôt que de vous battre contre des moulins à vent. Au final, chaque renoncement à une plainte inutile est une victoire secrète.
Une réclamation de moins, c'est un peu plus de place pour la sérénité, la créativité et la joie authentique. Le stoïcisme nous offre ainsi un super pouvoir méconnu, celui de choisir ou diriger notre précieuse attention et énergie. Et ça, c'est un véritable changement de jeu. Règle 5. L'acceptation de l'imperfection personnelle est une clé. Nous passons notre vie à courir après un idéal de perfection qui n'existe pas. Et si nos prétendues faiblesses étaient en réalité nos meilleurs professeurs? Le stoïcisme nous enseigne un paradoxe puissant. C'est en embrassant nos limites avec courage que nous trouvons notre véritable force. Pas en les combattant, mais en les comprenant. Regardez un arbre ancien. Ses nœuds et ses cicatrices ne le rendent pas moins beau. Il raconte son histoire, sa résilience. Nous sommes pareils. Vos échecs passés, vos peurs, vos zones d'ombre ne sont pas des défauts à cacher. Ce sont les marques de votre parcours unique, les tremplins de votre croissance. Prenons un exemple concret, vous êtes impatient. Plutôt que de vous juger, demandez-vous comment transformer ce trait. L'impatience peut devenir de l'enthousiasme contagieux, une capacité à dynamiser les projets stagnants. Le stoïcisme ne nous demande pas d'être parfait, mais d'être intelligent avec nos particularités. Essayez cet exercice, listez 3 de vos défauts. Maintenant, pour chacun, trouvez une situation où cette caractéristique pourrait être utile. L'anxiété, une formidable antenne pour anticiper les problèmes. L'entêtement, une persévérance précieuse quand les autres abandonnent. Vous verrez, rien n'est totalement négatif, tout dépend de l'angle de vue. La société nous conditionne à camoufler nos imperfections. Résultat, nous dépensons une énergie folle à jouer des rôles. Les stoïciens proposent une voie plus libératrice. Regardez nos parts d'ombre en face, sans complaisance mais sans cruauté. Cette lucidité bienveillante est le premier pas vers une authenticité puissante. Quand vous ratez quelque chose aujourd'hui, au lieu de vous lamenter, posez-vous cette question stoïcienne. Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi-même? Une erreur n'est jamais juste une erreur. C'est un signal, une information précieuse sur où ajuster votre trajectoire. Certains croient que s'accepter, c'est renoncer à s'améliorer. C'est tout le contraire. Quand vous cessez de vous battre contre vous-même, vous libérez une énergie considérable pour progresser. Comme un athlète qui reconnaîtrait ses limites physiques pour mieux les dépasser, pas en les niant. Vos imperfections vous rendent humain, donc relatable. Les gens ne s'identifient pas à la perfection, ils s'y comparent douloureusement. Mais vos luttes, vos doutes, voilà ce qui peut inspirer véritablement. Vos fissures sont les endroits par où votre lumière peut filtrer pour éclairer d'autres chemins. Le stoïcisme nous invite à un réalisme révolutionnaire. Oui, vous avez des limites. Et alors? Tout le monde en a. La différence se joue dans ce que vous en faites. Vos faiblesses reconnues deviennent des garde-fous, vos échecs assimilés se transforment en sagesse pratique. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez une de vos imperfections et explorez comment elle pourrait devenir un atout inattendu. Cette simple rotation de perspective change tout. Après tout, un diamant n'est qu'un morceau de charbon qui a accepté sa pression. Vos limites actuelles sont peut-être les fondations de votre future grandeur. Règle 6. S'entourer de personnes inspirantes façonne notre caractère. Avez-vous remarqué comme on ressemble, sans s'en rendre compte, aux 5 personnes qu'on fréquente le plus? Notre entourage est le terreau invisible où pousse notre caractère. Le stoïcisme nous alerte. Choisissons nos compagnons avec autant de soin que notre nourriture, car ils nous construisent ou nous détruisent silencieusement. Imaginez votre esprit comme un château. Certaines relations en sont les gardiens vigilants, d'autres des visiteurs bienveillants, d'autres encore des pillards qui emportent vos réserves d'énergie. La sagesse antique conseillait de vivre avec ceux qui vous rendent meilleurs. Un principe plus actuel que jamais dans notre monde hyperconnecté, mais souvent relationnellement pauvre. Posez-vous cette question stoïcienne. Après avoir passé du temps avec un tel, est-ce que je me sens rechargé ou vidé? Inspiré ou découragé? La réponse est votre boussole. Vous n'êtes pas obligé de rompre brutalement, mais vous pouvez graduellement rééquilibrer les doses.
Comme un jardinier qui favoriserait les plantes nutritives tout en limitant les espèces envahissantes. Créez votre conseil des sages imaginaires, des mentors vivants ou historiques, Marc Aurèle pourrait en faire partie, des pairs qui vous tirent vers le haut, des élèves à qui transmettre. Cette diversité relationnelle vous évite de stagner. On grandit en 3 directions, en apprenant de ceux devant nous, en collaborant avec ceux à nos côtés, en enseignant à ceux derrière nous. Les relations toxiques ont un effet insidieux. Elles normalisent la médiocrité, banalisent les plaintes, entretiennent des schémas négatifs. Le piège? On s'y habitue comme à un bruit de fond. Prenez conscience de ces dynamiques. Parfois, la plus grande preuve d'amour envers soi-même est de savoir redessiner ses frontières. Pratiquez l'hygiène relationnelle. Régulièrement, faites l'inventaire de vos interactions. Qui vous a récemment apporté de la clarté, du courage, de la joie simple? Cultivez ces liens. Qui au contraire diffuse systématiquement pessimisme ou drama? Limitez ces expositions. Vous n'êtes pas responsable de sauver tout le monde. Commencez par vous sauver vous-même. Attention, il ne s'agit pas de tomber dans un élitisme relationnel. La compassion reste essentielle. Mais il y a une différence entre tendre la main à quelqu'un qui lutte et se laisser entraîner dans sa spirale. Le stoïcisme enseigne l'art subtil de servir sans se sacrifier, d'aider sans s'épuiser. Vos relations idéales devraient vous faire voir plus loin, pas plus petit. Des gens qui croient en votre potentiel même quand vous doutez, qui vous rappellent vos valeurs quand vous déviez, qui célèbrent vos victoires sans jalousie. Ces joyaux existent. Cherchez-les activement, puis chérissez-les. Transformez progressivement votre écosystème social. Commencez par ajouter des influences positives, podcasts inspirants, livres, nouvelles connaissances, avant de retirer les négatives. La nature a horreur du vide. Remplissez d'abord l'espace avec du meilleur, le reste se réajustera naturellement. Le stoïcisme ne prône pas l'isolement, mais des alliances stratégiques pour l'âme. En choisissant consciemment qui influence vos pensées, vous prenez le contrôle de votre évolution. Après tout, même un diamant a besoin du bon environnement pour polir ses facettes. Votre caractère aussi mérite ce soin. Nous sous-estimons souvent l'impact de nos fréquentations sur notre mental. Pourtant, chaque conversation, chaque interaction laisse une trace subtile dans notre psyché. Les stoïciens comparaient l'esprit à une éponge qui absorbe inconsciemment les attitudes de son environnement. Quand vous passez du temps avec des personnes constamment anxieuses, votre propre anxiété trouve des raisons de s'alimenter. À l'inverse, fréquenter des esprits calmes et réfléchis vous apaise par simple contagion émotionnelle. Cette loi invisible explique pourquoi nous devons être stratèges de nos relations. Chaque personne dans votre cercle proche devrait être une inspiration ou un avertissement vivant. Il existe une alchimie relationnelle que les anciens maîtrisaient instinctivement. Dans la Rome antique, les jeunes nobles étaient envoyés vivre auprès de philosophes pour modeler leur caractère. Aujourd'hui, nous pouvons recréer cette dynamique en nous constituant un « conseil des influences ». Imaginez un tableau où vous classeriez vos relations selon leur apport. Certains vous enseignent la patience, d'autres la détermination, d'autres encore l'humilité. L'équilibre vient de la diversité de ces apports. Un mentor vous tire vers le haut, un père vous comprend à mi-chemin, un élève vous oblige à clarifier votre pensée. Cette triangulation crée une croissance harmonieuse. Les relations toxiques opèrent comme des trous noirs énergétiques. Elles ne se contentent pas de ne pas vous apporter, elles vous prennent. Leur mécanique est subtile. D'abord, elles séduisent par une fausse proximité, puis installent progressivement des schémas négatifs. Vous remarquez ces relations à un signe simple. Après chaque rencontre, vous avez besoin de temps pour revenir à vous. Le stoïcisme propose une solution pragmatique, la distanciation graduelle. Pas besoin de drame ni de rupture spectaculaire. Il suffit de réduire progressivement le temps et l'intensité de ces interactions. Comme on éloigne une plante de la lumière, ces relations s'étiolent naturellement. La qualité de vos relations détermine la qualité de vos pensées. Observez ce phénomène fascinant. Après une conversation avec un ami optimiste, vos propres problèmes semblent soudain plus légers. À l'inverse,
Un collègue perpétuellement négatif peut assombrir votre journée en quelques phrases. Cette perméabilité psychologique explique pourquoi les grands philosophes insistaient tant sur le choix des fréquentations. Épictète conseillait « Si tu fréquentes un boiteux, tu finiras par boiter toi-même ». Métaphore frappante qui nous rappelle notre vulnérabilité aux influences environnantes. Votre entourage immédiat est votre première ligne de défense contre la médiocrité. Construire un cercle vertueux demande une intentionnalité souvent négligée. Dans notre ère numérique, nous accumulons les contacts mais cultivons peu de relations profondes. Le paradoxe, plus nous sommes connectés, plus nous risquons la solitude qualitative. La solution stoïcienne, privilégier la profondeur sur la largeur. Mieux vaut 3 relations nourrissantes que 50 connaissances superficielles. Posez-vous cette question radicale. Si vous deviez traverser une épreuve difficile, qui dans votre entourage actuel serait vraiment présent? La réponse vous indiquera où investir votre énergie relationnelle. L'art des bonnes fréquentations suit une loi méconnue. Nous attirons non pas ce que nous méritons, mais ce que nous ressemblons. Votre vibration intérieure agit comme un aimant relationnel. Pour attirer des mentors, devenez d'abord un bon élève. Pour trouver des pairs inspirants, cultivez votre propre inspiration. Ce principe explique pourquoi travailler sur soi est le meilleur moyen d'améliorer son entourage. Les stoïciens le savaient. Quand vous changez intérieurement, votre univers relationnel se reconfigure naturellement. Les relations miroirs ne sont pas un hasard. Elles révèlent où vous en êtes dans votre parcours. Il existe une hiérarchie stoïcienne des relations souvent mal comprises. Au sommet, les mentors qui vous transcendent. Juste en dessous, les pairs qui vous challengent. Puis les élèves qui vous obligent à clarifier votre pensée. Enfin, les relations neutres qui peuplent votre quotidien sans trop influencer. Le piège? Passer trop de temps dans la dernière catégorie. L'équilibre idéal? Un mélange des 3 premières, avec des doses mesurées de la 4e. Cette architecture relationnelle crée un écosystème où chaque interaction vous fait grandir un peu plus. Les relations numériques modernes présentent un défi inédit. Nous pouvons aujourd'hui être influencés par des personnes que nous n'avons jamais rencontrées. Podcasts, réseaux sociaux, livres, ces relations parasociales façonnent notre esprit à notre insu. La sagesse stoïcienne nous invite à les choisir avec le même soin que nos relations physiques. Suivez-vous des penseurs qui vous élèvent ou des influenceurs qui vous divertissent passivement? Votre consommation médiatique est une partie invisible mais cruciale de votre cercle relationnel. Curatez-la comme un jardin précieux. La longévité relationnelle n'est pas toujours un gage de qualité. Certaines amitiés d'enfance peuvent devenir des coquilles vides, maintenues par habitude plus que par rapport mutuel. Le stoïcisme ne prône pas leur abandon brutal, mais une réévaluation honnête. Peut-être faut-il leur redonner du sens, ou peut-être les laisser s'estomper avec gratitude pour ce qu'elles furent. L'important est de ne pas se sentir prisonnier de liens qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes devenue. Les relations, comme les êtres, ont parfois besoin d'évoluer ou de s'achever. Enfin, n'oubliez pas la relation la plus fondamentale, celle avec vous-même. Les stoïciens parlaient du daemon intérieur, cette voix intérieure qui vous observe en permanence. La qualité de vos relations externes reflète toujours la qualité de cette relation interne. Quand vous cessez d'être votre propre critique toxique, vous devenez naturellement moins tolérant envers les influences négatives extérieures. Cultivez cette amitié intime avec vous-même, et toutes vos autres relations s'en trouveront transformées. C'est là le secret ultime d'un cercle relationnel harmonieux. Règle 7. Apprendre à reconnaître et transformer ses émotions plutôt que les réprimer. Nos émotions sont comme des courants marins. Si nous essayons de les combattre directement, elles nous emportent. Mais si nous apprenons à naviguer avec elles, elles deviennent une force motrice. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à étouffer ce que nous ressentons, mais à le comprendre et à le rediriger avec intelligence. Cette transformation demande de l'entraînement, comme apprendre un nouvel instrument de musique. Prenez la colère, par exemple. À l'état brut, elle peut tout détruire sur son passage. Mais canalisée,
cette même énergie devient une détermination inébranlable. La différence ne réside pas dans l'émotion elle-même, mais dans ce que vous en faites. Les stoïciens comparaient cela à un forgeron utilisant le même feu qui pourrait brûler sa maison. Dans un cas, c'est une catastrophe, dans l'autre, un outil de création. La peur suit la même logique. Laisser libre cours à nos angoisses nous paralyse, mais ignorer tous nos signaux d'alarme serait tout aussi dangereux. La sagesse consiste à écouter ce que la peur veut nous dire, puis à la transformer en prudence raisonnable. Imaginez un garde forestier sentant une odeur de fumée. Il ne panique pas, mais il enquête méthodiquement. Vos émotions sont ces signaux. À vous de choisir comment y répondre. Cette alchimie émotionnelle commence par une pause stratégique. Quand une émotion forte vous submerge, au lieu de réagir immédiatement, donnez-vous ne serait-ce que 30 secondes. Respirez profondément 3 fois et demandez-vous « Qu'est-ce que cette émotion essaie vraiment de me dire ?» Ce simple espace de réflexion change tout. C'est la différence entre un tsunami et une vague que vous apprenez à surfer. Les émotions négatives contiennent souvent des informations précieuses. La frustration révèle ce qui compte vraiment pour vous. L'anxiété pointe vers des incertitudes à accepter ou des risques à préparer. Même la jalousie peut devenir un indicateur de vos désirs inassouvis. Le problème n'est jamais l'émotion en soi, mais notre incapacité à la décoder correctement. Les stoïciens étaient les psychologues avant l'heure, ils savaient que chaque état émotionnel a sa fonction. Pratiquez ce jeu quotidiennement, nommez précisément vos émotions. Au lieu de dire « je me sens mal », identifiez « je ressens de la déception » ou « je vis de l'inquiétude ». Ce simple acte de précision crée déjà une distance salutaire. Puis, pour chaque émotion identifiée, cherchez son potentiel transformé. La tristesse peut devenir empathie, l'impatience peut se muer en enthousiasme. Vous devenez ainsi l'alchimiste de votre monde intérieur. Certains jours, la transformation semblera impossible. Les émotions seront trop fortes, trop confuses. Dans ces moments, rappelez-vous la métaphore stoïcienne du jardin. Vous ne pouvez pas contrôler les intempéries, mais vous pouvez choisir quelle graine arroser. L'émotion initiale n'est pas sous votre contrôle. Sa maturation, si. Laissez passer l'orage, puis travaillez avec ce qui reste. Cette pratique modifie progressivement votre rapport au monde. Les obstacles deviennent des défis intéressants. Les critiques se transforment en feedback utile. Les échecs se muent en leçons. Ce n'est pas de la pensée positive superficielle. C'est une recalibration profonde de votre manière d'interpréter les événements. Les stoïciens appelaient cela l'art de bien juger, fondement de toute liberté intérieure. Commencez petit aujourd'hui. Choisissez une seule émotion désagréable que vous ressentez et expérimentez sa transformation. Colère. Trouvez son noyau de détermination. Inquiétude. Extrayez-en sa part de prévoyance. Chaque réussite dans cet exercice renforce votre confiance en votre capacité à naviguer le monde émotionnel. Avec le temps, vous développerez une agilité qui deviendra votre super pouvoir. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans tempêtes émotionnelles, mais il offre une boussole pour les traverser. En apprenant cette alchimie intime, vous cessez d'être le jouet de vos émotions pour en devenir le sage capitaine. Et cela change tout, dans votre façon d'aimer, de travailler, de vivre. Après tout, la matière première de notre existence n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous en faisons. L'alchimie émotionnelle commence par un constat simple. Nos émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, ce sont nos réactions qui déterminent leur valeur. La tristesse peut nous écraser ou nous rendre plus profonds, l'envie peut nous rendre mesquins ou nous motiver à progresser. Les stoïciens anciens comprenaient que le même sentiment pouvait devenir poison ou remède selon l'usage qu'on en fait. Cette perspective transforme complètement notre rapport à notre monde intérieur. Nous ne sommes plus victimes de nos émotions, mais apprentis sorciers apprenant à manier leur puissance. Chaque vague émotionnelle devient alors une opportunité de pratiquer cet art subtil. La pratique quotidienne de cette transformation demande ce que les stoïciens appelaient « prosoché », cette attention vigilante à nos mouvements intérieurs. Imaginez un laboratoire où chaque émotion serait un élément chimique à étudier avant de le combiner.
La colère contient de l'énergie pure qu'on peut distiller en détermination, la peur renferme une sagesse primitive qu'on peut purifier en prudence. Ce travail ne se fait pas dans la répression, mais dans l'observation curieuse, comme un scientifique étudiant un phénomène fascinant. Plus nous développons cette capacité à observer nos émotions sans nous y identifier, plus nous gagnons en liberté intérieure. C'est un entraînement progressif qui affine notre perception jour après jour. Les émotions que nous qualifions de négatives sont souvent des signaux d'alarme mal interprétés. L'anxiété, par exemple, est comme une sentinelle qui crierait « danger » à tort et à travers. Plutôt que de vouloir faire taire cette sentinelle, la sagesse consiste à recalibrer son système d'alarme. Quand l'anxiété se manifeste, demandez-vous « Y a-t-il un danger réel et immédiat ?» Si oui, l'anxiété devient votre allié pour agir. Sinon, reconnaissez son intention protectrice, mais choisissez de ne pas suivre son avertissement. Ce dialogue intérieur change radicalement votre relation à vos émotions perturbatrices. La transformation émotionnelle la plus puissante est peut-être celle de la frustration en gratitude. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, nous avons deux choix: ruminer ce qui manque ou apprécier ce qui est présent. Ce basculement de perspective n'est pas du déni, mais un réalisme supérieur. Reconnaître que toute situation contient à la fois des limites et des possibilités. Un voyage annulé devient l'occasion de redécouvrir son quartier, une promotion ratée ouvre peut-être la porte à une meilleure opportunité. Les stoïciens excellaient dans cet art de voir le potentiel caché dans chaque revers apparent. Nos émotions ont une dimension physique qu'on oublie souvent. La colère serre l'estomac, la peur nous la gorge, la tristesse pèse sur la poitrine. En apprenant à repérer ces manifestations corporelles, nous gagnons un temps précieux pour opérer notre alchimie avant que l'émotion ne nous submerge. Une technique simple consiste à associer chaque émotion difficile à un geste de transformation. Poser une main sur le cœur pour apaiser la peur, redresser le dos pour convertir la colère en détermination. Le corps devient ainsi un allié dans ce travail de transmutation émotionnelle. L'environnement moderne rend ce travail plus nécessaire que jamais. Nous sommes bombardés de stimuli conçus pour provoquer des réactions émotionnelles immédiates. Indignation, désir, peur. Les réseaux sociaux, les actualités anxiogènes, la publicité manipulative créent un bruit constant qui brouille notre capacité à entendre nos émotions authentiques. La pratique stoïcienne agit alors comme un filtre précieux, nous aidant à distinguer les émotions qui viennent vraiment de nous de celles qu'on nous a implantées. Ce tri est la première étape vers une véritable autonomie émotionnelle. Les relations offrent un terrain d'entraînement idéal pour cette alchimie. Face à une critique, nous pouvons choisir de transformer notre réaction défensive en curiosité. Que puis-je apprendre de ce feedback ? Devant le succès d'un rival, nous pouvons convertir notre jalousie en inspiration. Qu'est-ce que cela m'apprend sur mes propres désirs ? Chaque interaction devient ainsi une opportunité de pratiquer la transmutation émotionnelle. Avec le temps, cette pratique modifie profondément la qualité de nos relations. Moins de réactions impulsives, plus de réponses réfléchies. L'alchimie émotionnelle atteint son apogée quand nous pouvons anticiper et préparer nos réactions. Les stoïciens pratiquaient la premeditatio malorum, la visualisation préventive des difficultés, précisément pour cela. En imaginant à l'avance comment nous voulons réagir face à l'adversité, nous programmons en quelque sorte nos réponses émotionnelles. Ce n'est pas de la suppression des émotions, mais leur intégration intelligente dans notre répertoire comportemental. Un musicien s'exerce avant le concert pour pouvoir jouer avec inspiration le moment venu. Il en va de même avec nos émotions. Le plus beau dans cette pratique est qu'elle crée un cercle vertueux. Plus nous transformons nos émotions avec succès, plus nous développons confiance en notre capacité à le faire. Cette confiance elle-même devient une ressource émotionnelle précieuse dans les moments difficiles. Nous savons alors que quelle que soit la tempête, nous possédons en nous les outils pour la naviguer. C'est cette conviction profonde, cette foi en notre propre résilience, qui constitue peut-être le cadeau ultime de la pratique stoïcienne des émotions. En fin de compte, cette alchimie émotionnelle est un art de vivre bien plus qu'une simple technique. Elle nous apprend que nous ne sommes pas nos émotions, mais bien plus que cela, les artistes qui pouvons les façonner.
Chaque jour offre son matériau brut, joie, peine, colère, espoir, et nous invite à en faire une œuvre qui nous ressemble vraiment. C'est là que réside la véritable liberté stoïcienne, non pas dans l'absence d'émotions, mais dans la maîtrise créative de leur énergie vitale. Règle 8. Pratiquer le détachement face aux biens et aux relations. Le détachement stoïcien est souvent mal compris. Il ne s'agit pas de renoncer à aimer ou à posséder, mais d'aimer et posséder différemment. Imaginez tenir un oiseau dans votre main. Trop serré, et vous l'étouffez. Trop relâché, et il s'envole. Le juste milieu est cet équilibre délicat où vous pouvez apprécier sa présence tout en acceptant qu'il puisse partir. Voilà l'essence du détachement, une pleine présence sans possession étouffante. Nos souffrances viennent souvent de cette illusion que les choses et les personnes pourraient être à nous définitivement. Pourtant, tout change, tout passe. Nos corps vieillissent, les relations évoluent, les situations se transforment. Le stoïcisme ne nous demande pas de fermer les yeux sur cette réalité, mais au contraire de la regarder en face pour mieux en apprécier la beauté fugitive. C'est en acceptant l'impermanence que nous pouvons vraiment savourer l'instant présent sans l'alourdir d'exigences impossibles. Prenons l'exemple d'un objet précieux. Le détachement ne signifie pas ne pas en profiter, mais reconnaître que sa valeur réside dans l'usage que nous en faisons, non dans sa possession même. Vous pouvez apprécier un beau vase chaque jour tout en sachant qu'un tremblement de terre pourrait le briser demain. Cette conscience n'enlève rien au plaisir. Au contraire, elle l'aiguise en le libérant de l'angoisse de perdre. Les stoïciens appelaient cela l'usage sobre des choses extérieures. Dans les relations, ce principe est encore plus précieux. Aimer avec détachement, c'est aimer l'autre pour ce qu'il est, non pour ce qu'il nous apporte ou pour la permanence illusoire que nous voudrions lui imposer. Cela permet d'éviter deux écueils, la dépendance affective qui étouffe et l'indifférence qui isole. Le juste milieu, une présence chaleureuse qui respecte la liberté de chacun. Comme deux arbres poussant côte à côte, leurs racines indépendantes mais leur feuillage parfois mêlé. Pratiquez cet exercice. Chaque jour, choisissez un objet ou une relation et contemplez-le comme si c'était la dernière fois. Ce livre que vous tenez, ce collègue avec qui vous déjeunez, ce paysage que vous traversez, imaginez-les déjà disparus. Loin d'être morbide, cette pratique révèle soudain leur précieuse singularité. Ce qui semblait banal devient miraculeux, simplement parce que nous acceptons sa nature éphémère. Les stoïciens appelaient cela la vision des choses comme déjà parties. Le détachement devient particulièrement crucial face aux épreuves. Quand nous perdons un emploi, une relation ou un statut social, la souffrance vient moins de la perte elle-même que de notre attachement rigide à ce que nous pensions posséder. En cultivant une certaine flexibilité intérieure, nous devenons comme le roseau qui plie mais ne rompt pas. Notre identité ne repose plus sur des possessions externes fluctuantes, mais sur une stabilité intérieure que rien ne peut nous prendre. Attention! Le détachement stoïcien n'a rien à voir avec le détachement spirituel qui viderait la vie de sa saveur. Au contraire, en cessant de surinvestir émotionnellement nos possessions, nous libérons une énergie considérable pour vivre plus intensément. C'est le paradoxe du détachement. Moins nous cherchons à posséder, plus nous pouvons apprécier. Moins nous exigeons de permanence, plus nous goûtons la richesse de l'éphémère. Ce principe transforme radicalement notre rapport au temps. Au lieu de regretter le passé ou d'anticiper anxieusement l'avenir, nous apprenons à habiter pleinement chaque instant, précisément parce que nous savons qu'il ne reviendra pas. Un repas devient une cérémonie, une conversation un événement unique, une promenade une exploration sans pareille. Le détachement stoïcien est finalement l'art suprême de la présence au monde. Commencez petit aujourd'hui. Choisissez un objet auquel vous tenez particulièrement et pratiquez l'exercice du « comme si c'était la dernière fois ». Puis étendez cette conscience à vos relations, à vos routines, à vos expériences quotidiennes. Vous découvrirez bientôt que cette acceptation de l'impermanence ne diminue en rien votre joie de vivre. Elle la purifie au contraire de toute angoisse inutile. Le stoïcisme nous offre ainsi une liberté inouïe, celle de pouvoir tout apprécier sans rien absolutiser. Comme des voyageurs savourant chaque paysage tout en sachant qu'ils devront continuer leur chemin, nous apprenons à aimer sans s'attacher,
à posséder sans nous laisser posséder. Et dans cet équilibre subtil réside peut-être le secret d'une vie à la fois légère et profondément riche. Le détachement stoïcien est avant tout une forme de lucidité courageuse face à la nature des choses. Nous savons intellectuellement que tout est impermanent, mais nous agissons souvent comme si nos possessions et relations devaient durer éternellement. Cette contradiction crée une tension constante dans nos vies. Les stoïciens proposent d'aligner nos attentes avec la réalité, plutôt que de demander à la réalité de correspondre à nos illusions. En acceptant que tout ce qui a un commencement aura une fin, nous pouvons enfin commencer à vivre sans cette angoisse sourde de la perte. Cette prise de conscience n'est pas pessimiste. Elle est libératrice, car elle nous permet d'apprécier pleinement ce que nous avons sans en être prisonniers. Prenons l'exemple concret des biens matériels. Notre société nous pousse à accumuler toujours plus, comme si la quantité pouvait compenser la peur de manquer. Pourtant, plus nous possédons, plus nous avons à perdre, et plus nous devenons anxieux. Le détachement stoïcien inverse cette logique. Il suggère de posséder moins pour apprécier mieux. Ce n'est pas un appel à l'ascétisme radical, mais à une relation plus consciente avec les objets. Quand nous achetons quelque chose, nous pourrions nous demander « Serais-je capable de m'en séparer si nécessaire ?» Cette simple question filtre déjà beaucoup d'acquisitions impulsives et nous aide à ne garder que ce qui a vraiment de la valeur pour nous. Dans le domaine des relations, le détachement prend une dimension particulièrement profonde. Beaucoup d'entre nous confondent amour et possession, comme si aimer quelqu'un signifiait avoir des droits sur lui. Le détachement stoïcien nous rappelle que chaque être humain est fondamentalement libre et que les relations les plus belles sont celles où cette liberté est respectée. Cela ne signifie pas aimer moins, mais aimer différemment, avec une générosité qui ne compte pas, une présence qui n'étouffe pas, une affection qui ne conditionne pas. Les parents stoïciens, par exemple, aimaient profondément leurs enfants tout en sachant qu'ils ne leur appartenaient pas, une sagesse qui rendait à la fois leur amour plus pur et la séparation, inévitable, plus paisible. La pratique du détachement révèle toute sa puissance dans les moments difficiles. Face à une rupture, un deuil ou une perte matérielle, ceux qui ont cultivé cette attitude intérieure souffrent différemment. Leur douleur n'est pas amplifiée par la révolte contre la réalité « Pourquoi moi ?» Ce n'est pas juste. Mais vécue avec une certaine sérénité tragique qui en atténue l'intensité. Les stoïciens recommandaient de se préparer mentalement aux pertes bien avant qu'elles ne surviennent, non par morbidité, mais pour développer cette résilience émotionnelle. En visualisant régulièrement que nous pourrions perdre ce que nous avons, nous apprenons à ne pas tout prendre pour acquis et à trouver en nous-mêmes la source de notre stabilité plutôt que dans des circonstances extérieures toujours changeantes. Cette philosophie transforme radicalement notre rapport au temps et au vieillissement. La société moderne voit un culte à la jeunesse et redoute le passage du temps, créant ainsi une anxiété permanente. Le détachement stoïcien nous invite à embrasser chaque étape de la vie avec grâce, en reconnaissant que sa beauté réside précisément dans son caractère éphémère. Un visage qui vieillit n'est pas une tragédie, mais le témoignage d'une vie vécue. Une relation qui évolue n'est pas un échec, mais la marque de son authenticité. En cessant de vouloir figer le temps, nous commençons à danser avec lui, et cette danse elle-même devient source de joie plutôt que d'angoisse. Le détachement n'est pas une destination, mais un chemin quotidien. Chaque matin, nous pouvons nous rappeler que ce jour pourrait être le dernier, non pour vivre dans la peur, mais pour vivre avec intensité. Chaque interaction, chaque expérience prend alors une couleur particulière, comme illuminée de l'intérieur. Les stoïciens pratiquaient cet exercice de « memento mori », souviens-toi que tu mourras, non comme une menace, mais comme un rappel précieux à apprécier l'instant présent. Ce n'est que lorsque nous acceptons pleinement que nos vies sont limitées dans le temps que nous pouvons vraiment commencer à les vivre pleinement, libérés de l'illusion que nous aurons toujours une seconde chance. Dans le monde professionnel, le détachement stoïcien se révèle particulièrement utile. Combien souffrent parce qu'ils s'identifient trop à leur titre, leur statut ou leur réussite professionnelle. Le détachement nous permet de travailler avec engagement tout en gardant une distance saine. Je fais de mon mieux, mais les résultats ne dépendent pas entièrement de moi. Cette attitude préserve du burn-out comme de l'amertume face aux échecs. Un entrepreneur stoïcien peut investir toute son énergie dans son projet tout en étant prêt mentalement à l'échec.
Cette double conscience lui donne une agilité précieuse dans un monde économique imprévisible. Le détachement stoïcien atteint son apogée dans ce qu'on pourrait appeler l'art de la gratitude sans attachement. Nous pouvons être profondément reconnaissants pour ce que nous avons tout en étant prêts à le rendre. Cette apparente contradiction est en fait une forme de sagesse supérieure. Imaginez un magnifique coucher de soleil. Vous l'appréciez d'autant plus que vous savez qu'il va disparaître, et cette disparition même fait partie de sa beauté. Transposez cette attitude à tout ce que vous possédez et aimez, et vous découvrirez une façon radicalement nouvelle d'être au monde, à la fois pleinement engagée et profondément libre. Enfin, le détachement stoïcien nous prépare à la seule certitude de notre existence, la mort. Loin d'être une obsession morbide, cette préparation est un exercice de lucidité qui transforme notre façon de vivre. En regardant régulièrement en face notre propre mortalité, nous apprenons à trier l'essentiel du superflu, à oser ce qui compte vraiment, à ne pas remettre à demain les paroles d'amour et les projets qui nous tiennent à cœur. La conscience de la mort ne vole pas la vie. Elle la rend au contraire plus précieuse, plus intense, plus authentique. C'est là le paradoxe ultime du détachement stoïcien. En acceptant que rien ne dure, nous découvrons comment tout peut prendre un sens profond. Le détachement stoïcien est donc tout le contraire d'une fuite hors du monde. C'est une manière plus mature, plus libre et plus joyeuse d'y être présent. En cessant de vouloir posséder, contrôler et figer, nous nous ouvrons à l'expérience pure, à la relation authentique, à la vie dans ce qu'elle a de plus vivant. C'est peut-être cela, la plus grande leçon du stoïcisme. On ne perd vraiment que ce à quoi on s'accroche, et on ne possède vraiment que ce qu'on est prêt à laisser partir. Dans cette sagesse apparemment simple réside une clé profonde pour une existence à la fois légère et substantielle, joyeuse et paisible, engagée et libre. Règle 9. L'amor fati, aimer son destin. L'amor fati, cette notion stoïcienne qui signifie aimer son destin, est bien plus qu'une résignation passive. C'est une alchimie intérieure qui transforme chaque épreuve en terrain de croissance. Imaginez un surfeur face aux vagues. Il ne choisit pas leur taille ou leur puissance, mais il peut choisir comment les chevaucher. Voilà l'esprit de l'amor fati. Accueillir ce que la vie nous présente non comme une punition, mais comme le matériau brut de notre évolution. Cette attitude commence par un constat simple. Lutter contre la réalité est épuisant et souvent futile. Quand nous résistons à ce qui est déjà là, nous gaspillons une énergie précieuse qui pourrait servir à adapter notre réponse. Les stoïciens comparaient cela à un chien attaché à une charrette. S'il tire contre la laisse, il se blesse. S'il suit le mouvement, il avance sans effort. L'amor fati, c'est ce lâcher-prise intelligent qui nous permet de naviguer les circonstances avec grâce plutôt qu'avec rage. Prenons un exemple concret, vous perdez votre emploi. La réaction naturelle serait la colère ou l'anxiété. L'amor fati propose une autre voie. Et si cette situation cachait une opportunité que je ne vois pas encore? Peut-être ce licenciement vous poussera-t-il vers une reconversion plus épanouissante, ou vous apprendra-t-il des compétences précieuses. Le stoïcisme ne nie pas la difficulté, mais il cherche systématiquement le potentiel caché dans l'adversité. Cette rotation mentale change tout. Vous passez de victime à explorateur de votre propre vie. L'amor fati est particulièrement précieux face aux petits tracas du quotidien. Un retard dans les transports, une panne d'électricité, une dispute insignifiante, autant d'occasions de pratiquer l'art d'embrasser ce qui est. Au lieu de maudire ces contrariétés, demandez-vous, comment cette situation peut-elle m'aider à développer patience, créativité ou humour? Ce simple questionnement ouvre des portes là où vous ne voyez que des murs. Les stoïciens excellaient dans cet art de transformer les cailloux sur le chemin en pierre pour construire leur édifice intérieur. Cette philosophie atteint son apogée dans l'acceptation des grandes épreuves, maladies, deuil, échecs cuisants. L'amor fati ne suggère pas de feindre l'indifférence, mais de traverser ces tempêtes avec une certaine forme de dignité tragique. Ce qui nous arrive n'est jamais aussi important que la façon dont nous y répondons, disait Marc Aurèle. En cessant de demander « Pourquoi moi ?», nous pouvons commencer à demander « Comment grandir grâce à cela ?» Cette nuance fait toute la différence entre une vie subie et une vie maîtrisée de l'intérieur. Pratiquez ce jeu quotidien.
À chaque contrariété, même minime, cherchez délibérément 3 avantages cachés. Votre train est annulé, temps pour lire ce livre qui attendait, occasion de marcher un peu, opportunité d'observer des inconnus. En cultivant ce réflexe, vous reprogrammez progressivement votre esprit pour voir non pas ce qui manque, mais ce qui est possible. Les stoïciens appelaient cela la discipline de la perception, l'art de choisir comment interpréter les événements. L'amor fati est aussi un antidote puissant au regret. Au lieu de ruminer ce qui aurait pu être, nous apprenons à aimer ce qui a été, avec toutes ses imperfections. Chaque erreur devient un enseignement, chaque échec une étape nécessaire. Cette attitude transforme votre passé en allié plutôt qu'en ennemi. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. En changeant ces jugements, nous changeons tout. Attention, aimer son destin ne signifie pas renoncer à agir pour améliorer les choses. C'est au contraire une position de force qui nous permet d'agir avec plus de clarté. Quand nous cessons de nous battre contre la réalité, nous pouvons enfin y répondre de façon constructive. L'amor fati est cette danse subtile entre acceptation profonde et action déterminée. Un équilibre que les grands stoïciens maîtrisaient à la perfection. Commencez petit aujourd'hui. Choisissez une seule situation frustrante et expérimentez l'amor fati. Au lieu de râler, demandez-vous « Comment puis-je aimer ce moment tel qu'il est ?» Vous serez surpris de la liberté intérieure qui émerge quand nous cessons de résister à ce qui ne peut être changé. Avec le temps, cette pratique devient une seconde nature. Vous développez une souplesse psychologique qui vous rend quasiment incassable. Le stoïcisme nous offre ainsi un cadeau inestimable. La capacité non seulement à supporter l'inévitable, mais à l'embrasser pleinement. L'amor fati est peut-être l'expression ultime de la sagesse pratique. Cette alchimie qui transforme le plomb des circonstances difficiles en or de la croissance personnelle. Et dans ce processus, nous découvrons une vérité profonde. Notre liberté réelle ne réside pas dans ce qui nous arrive, mais dans la façon dont nous choisissons de le vivre. Règle 10. Les épreuves sont comme le marteau du forgeron. La vie nous frappe parfois comme le marteau du forgeron, et dans ces moments, nous avons le choix, nous briser ou nous transformer. Le stoïcisme nous révèle un secret puissant. Ce qui semble nous détruire est souvent en train de nous forger. Pensez à un athlète. Ses muscles ne se développent que sous la tension de l'effort. De même, notre caractère a besoin de résistance pour révéler sa pleine force. Les obstacles ne sont pas des ennemis, mais des maîtres exigeants qui nous poussent au-delà de nos limites supposées. Quand l'adversité frappe à votre porte, essayez ce changement de perspective radical. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demandez « Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre ?» Un licenciement peut révéler des talents inexploités. Une rupture amoureuse peut enseigner l'autonomie affective. Une maladie peut montrer l'essentiel. Les stoïciens voyaient chaque épreuve comme une opportunité déguisée, parfois très bien déguisée, de progresser en courage, en patience ou en sagesse. Cette rotation mentale transforme les victimes en élèves attentifs de l'existence. La résilience n'est pas un don, mais un muscle qui se développe par l'entraînement. Imaginez 2 arbres. L'un pousse dans une serre, protégé de tout vent, l'autre doit résister aux tempêtes. Lequel aura les racines les plus profondes? Nos épreuves jouent le même rôle que ces vents violents. Elles nous enracinent dans nos valeurs et nous rendent plus forts que nous ne l'imaginions. Marc Aurèle lui-même, empereur tout-puissant, trouvait dans ses difficultés quotidiennes la matière première de sa croissance personnelle. Pratiquez cet exercice stoïcien puissant. Chaque soir, notez une difficulté rencontrée dans la journée et cherchez en quoi elle vous a fait grandir. Peut-être cette conversation tendue vous a-t-elle appris à mieux maîtriser vos émotions? Ce projet avorté vous a-t-il révélé une nouvelle direction? En cultivant cette habitude, vous développerez progressivement ce regard alchimiste capable de transformer le plomb des épreuves en or de la sagesse. Vous ne subirez plus les événements, vous les utiliserez. Certaines épreuves nous semblent insurmontables sur le moment, comme une montagne trop haute à escalader. Le stoïcisme propose alors une stratégie ingénieuse, diviser l'obstacle en petites parcelles gérables. Un problème professionnel complexe devient une série de défis concrets à relever un à un.
Une longue convalescence se transforme en une succession de petits progrès quotidiens. En fragmentant ainsi l'adversité, nous évitons d'être paralysés par son apparente immensité et nous découvrons que nous sommes plus forts que nous le pensions. Les relations difficiles sont parmi nos meilleurs professeurs, bien que nous préférerions souvent les éviter. Ce collègue exaspérant nous enseigne la patience. Cet ami trop critique nous apprend à recevoir les feedbacks. Ce parent exigeant nous pousse à affirmer nos limites. Les stoïciens recommandaient de voir chaque personne comme un miroir qui nous révèle à nous-mêmes. Même les interactions les plus tendues contiennent des perles de sagesse, à condition d'accepter de les chercher. L'histoire regorge d'exemples où des épreuves terribles ont donné naissance à des forces insoupçonnées. Nelson Mandela a transformé 27 ans de prison en une leçon de pardon, Helen Keller a fait de son handicap un tremplin, Viktor Frankl a trouvé dans l'horreur des camps un sens profond à l'existence. Ces maîtres de résilience appliquaient sans le savoir les principes stoïciens. Ce qui compte n'est pas ce qui nous arrive, mais le sens que nous choisissons d'y donner. Leur lumière brille d'autant plus qu'elle s'est allumée dans les ténèbres. Le stoïcisme nous invite à un paradoxe libérateur. Plus nous acceptons les épreuves comme partie intégrante de la vie, moins elles ont de pouvoir sur nous. En cessant de nous rebeller contre leur existence même, nous préservons notre énergie pour y faire face efficacement. C'est comme apprendre à naviguer par mauvais temps, le marin sage ne maudit pas la tempête, il adapte ses voiles. Cette acceptation active est la clé d'une résilience authentique. Commencez aujourd'hui à voir vos difficultés sous un nouveau jour. La prochaine fois que vous ferez face à un obstacle, arrêtez-vous un instant et demandez-vous « Quelle qualité cette épreuve peut-elle développer en moi ?» En cultivant cette habitude, vous transformerez progressivement votre rapport aux défis de l'existence. Vous ne chercherez plus à éviter toutes les vagues, mais apprendrez à surfer sur elles avec une grâce nouvelle. Le message ultime du stoïcisme est peut-être celui-ci. Nous ne contrôlons pas les événements, mais nous contrôlons toujours notre réponse à ces événements. Dans cette marge de liberté réside notre véritable pouvoir. Les épreuves ne définissent pas qui nous sommes. Elles révèlent qui nous pouvons devenir. Comme le diamant qui a besoin de pression pour briller, notre meilleur soi émerge souvent des circonstances les plus difficiles. Voilà l'alchimie secrète qui transforme les coups du destin en marche vers notre grandeur.